Cette photo, quand je la regarde, je sens des émotions qui remontent en moi. Probablement, vous ne sentez pas la même chose parce que, je suppose, parce que pour cela, il vous faudrait avoir le même regard de l'enfant que j'étais devant mon père qui prépare le thé le soir et qui écoute le Hajj Blade. Et l'émotion que mettait cette musique en moi venait en fait non pas de la musique elle-même, parce que je n'écouterais pas nécessairement et spontanément cette musique, mais l'effet qu'elle avait sur mon père. Il était dans un état de bonheur complet, et c'est cette image-là qui reste dans mon esprit. Ma mère, elle, écoutait autre chose. Elle écoutait Umm Kulthum, la diva égyptienne, et j'étais aussi dans un spectacle. Je regardais ma mère chanter avec la diva. Il faut dire que ma mère chante très bien. Je pense qu'elle chante très bien parce que moi, enfant, je trouvais qu'elle chantait très bien et même mieux que Umm Kulthum, puisqu'elle avait toujours l'habitude de précéder Umm Kulthum dans ses chansons. Donc les paroles, il y avait toujours un décalage. Ma mère chantait avant et Umm Kulthum la suivait. J'avais toujours l'impression que c'est Umm Kulthum qui suivait ma mère et non pas l'inverse. Et alors, il faudrait quand même que je revienne pour qu'on écoute. Voilà ce que écoutait mon père. Ces beaux garçons, c'était les vedettes de ma sœur. Dans sa chambre, on entendait et moi j'étais et c'était un spectacle encore, comme pour mon père et comme pour ma mère. Je la regardais se trémousser, danser sur les rythmes endiablés de cette musique que je connais, que j'apprécie aussi parce qu'on était de la même génération. Et c'était extraordinaire de l'écouter aussi. Et puis, mon frère aussi partageait la même musique, mais il avait aussi une spécificité. Lui, il écoutait un groupe marocain, que j'aimais aussi. Alors, cette musique, je l'appréciais, mais mon père, pas beaucoup. En réalité, il aimait cette musique aussi, enfin, il n'avait rien contre. Mais ce qui le dérangeait plus, c'était le look de ces jeunes qui avaient une influence sur son fils. Et donc, il voulait absolument que son fils, mon frère, ne se mette pas à la même coiffure. Maintenant, vous vous demandez, et moi, qu'est-ce que j'entendais comme musique? Alors, j'écoutais tout ça, mais surtout, je ramenais un petit peu une autre musique, une musique arabe, classique, Mahmoud Darwish, une musique engagée de chanteurs palestiniens, de chanteurs libanais, mais surtout, une musique francophone, parce qu'il est belge, francophone, et j'adorais ces chansons textes. Il y a les mains qui chantent, les rêves qui hantent, on lâche dans. Et tel que vous voyez maintenant, je suis en train de me contrôler pour ne pas accompagner Jacques Brel dans ses chansons. Alors, ce qui est étonnant, c'est que nous étions une petite famille dans un espace assez réduit, mais que nous avions chacun sa musique préférée, et pourtant, toutes ces musiques-là, dans cet espace très restreint, ne se traduisaient pas par du bruit ou par une dissonance. Il y a cela deux raisons. La première, c'est que chacun aimait sa musique et n'avait aucune envie, peut-être aucune volonté non plus, de l'imposer aux autres. Ce qui fait que mon père écoutait Belaïd,
mais ils trouvaient tout à fait normal que nous ne l'aimions pas, que nous ne l'écoutions pas. Et donc ils ne nous imposaient pas ça. Et donc on n'était pas dans une sorte de prosélytisme musical où on impose. Ça c'est la première règle, enfin la première raison. La deuxième, c'est que nous savions comment aménager cette pluralité musicale. D'abord pour mes parents, c'était le respect. Et donc, quand mon père mettait sa musique, ou ma mère mettait sa musique, nous, on gardait le silence, on ne mettait pas la nôtre. Et pour nous, les jeunes, quand ma sœur mettait les Bee Gees, mon frère savait pertinemment que s'il mettait un peu plus fort Nestle Rewind, ma sœur mettra un peu plus fort Bee Gees, et il remettra un peu plus fort Nestle Rewind, et dans ce lutte crescendo de volume qui remonte, personne ne finira par entendre. Et donc, on avait compris que si on voulait entendre tous les deux, quand il y a deux, ben, il fallait au contraire baisser le son, et non pas augmenter le son. Alors, c'est comme ça qu'on a géré cette pluralité, et moi, je me pose une question concernant un orchestre philharmonique. C'est étonnant, un orchestre philharmonique, on ne fait pas toujours attention à cela, mais moi, j'ai trouvé toujours bizarre le nombre de violonistes. Je me dis, vous êtes dans une école de gestion, je me dis 2 ou 3, ça serait 2 ou 3 salaires de mois. Pourquoi ils en mettent autant? Est-ce que c'est calculé? Est-ce qu'il faut absolument qu'il y ait? Mais alors, à part ça, je me pose la question, comment des instruments aussi variés et aussi éloignés les uns des autres peuvent coexister? Vous voyez la grosse caisse là-bas? Si elle rentrait en conflit avec la clarinette, je pense que la clarinette est perdue. Et si le violon se mettait à lutter contre la timbale, je pense qu'il perdra. En réalité, si ce mélange, cette complexité ramène quelque chose d'harmonieux, eh bien, c'est parce qu'il y a un arrangement. C'est-à-dire que chaque instrument apporte quelque chose de nouveau, et en intelligence avec l'autre instrument. Et si je vous parle de tout cela, c'est pour venir un petit peu d'abord à la notion de la pluralité et la complexité des choses. C'est un tableau dans un musée. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, je pourrais le faire aussi, et mettre un tableau comme ça dans un musée. Mais il est certain qu'on ne l'aurait pas accepté, parce que ce tableau très simple à faire n'est intéressant que parce qu'il a été fait par un artiste qui a montré par ailleurs qu'il est capable de faire des tableaux plus complexes. Et donc, tout l'intérêt ici, c'est qu'il a un peu transgressé une règle. Mais autrement, je pense que personne ne mettra ce tableau, parce qu'il vous suffit d'acheter une toile et de peindre comme vous voulez, vous pouvez dire que c'est Picasso si vous voulez. Donc, la peinture, comme la musique, c'est une question de pluralité et d'une pluralité harmonieuse. Alors, j'en viens alors à la question de la langue, parce que nous sommes dans un pays officiellement bilingue. Et la question de la langue se pose tout le temps. Pourquoi posons-nous toujours la question en termes de conflit? La tour de Babel. Quelqu'un a dit quelque part que les êtres humains communiquaient mieux, s'entendaient mieux avant qu'il y ait pluralité des langues. Et on a imaginé qu'il y avait une époque, un paradis perdu, où les gens ne parlaient qu'une seule langue. Et on nous fait un peu croire, ou peut-être on pense, que parler plusieurs langues, c'est un conflit, parler une seule langue, c'est l'entente générale. Voilà une belle carte coloriée qui serait, du point de vue de la tour de Babel, l'enfer incarné. Parce que là, vous avez pour chaque couleur une langue. Aucun des pays, de ces pays, à part peut-être une petite île, aucun de ces pays n'a une langue homogène dans ses frontières politiques. Soit la langue déborde, soit il y a plusieurs langues dans le même pays ou dans le même état politique. Alors, ça devrait être des gens qui ne s'entendent pas. C'est quand même l'espace de la 3e économie mondiale. C'est quand même un espace qui compte. De tous les points de vue, économiques, culturels, historiques, tout ce que vous voulez, ces pays-là, si différents, ont réussi avec leurs différences. Ils s'entendent, même en parlant plusieurs langues. L'Europe, c'est 27 langues, 28, je suppose, parce que l'Angleterre, en se retirant, il y a quand même l'anglais.
Eh bien, ils se tentent. Et si on descend un peu bas, plus bas, dans la Méditerranée, hop, voilà. Nous avons cet espace. Et cet espace s'appelle le monde arabe. Alors, il s'appelle le monde arabe, et je pense que arabe ici signifie beaucoup plus la langue que l'ethnie. Bon, parce que l'ethnie, si vous dépassez Jazira, c'est l'Arabie Saoudite, je pense que tous les autres sont mélangés. Donc, c'est sur la base de la langue. On regarde et on voit cet espace comme étant un espace homogène qui ne parle qu'une seule langue. En réalité, c'est comme ça qu'on le voit. Mais si vous faites l'analyse, il n'y a probablement aucun pays qui n'est pas en conflit avec un autre pays. Donc, et si vous voyez du point de vue économique, puisque nous sommes dans une école d'économie, les échanges entre ces pays-là sont très faibles, vraiment anecdotiques quand on mesure avec les échanges avec l'Europe, par exemple. Mais ça, c'est la vision, tout simplement. Parce que la réalité, et je ne prends que la langue arabe, c'est celle-là. Ça, c'est les dialectes arabes. Je ne prends pas les autres langues. Je ne parle pas de la mazir, je ne parle pas du kurde, le copte, etc. Je ne parle que des dialectes arabes. Ce qui fait que notre réalité est celle-là, un peu comme l'Europe, je veux dire un peu comme tout le monde. Mais la vision qu'on a, c'est l'autre. C'est un monde, une unité qui est un peu fantasmée, et on est malheureux parce qu'on pense, les Européens sont différents et ils vont vers l'unité. Nous pensons que nous avons perdu l'unité et on n'a rien à faire que de revenir à l'unité qui n'a jamais existé en réalité. Donc si on pouvait accepter cette diversité, on pourrait, au sein de cette diversité, aller plus loin, un peu à l'image de ma famille. Rapidement, pour le Maroc, le débat linguistique est un débat houleux. On se pose des questions. Quelle est la langue nationale? Quelle est la langue de l'identité? Quelle est la langue officielle? Quelle est la langue de l'enseignement? Dernièrement, on a posé ces questions-là. Et chaque fois, la question est posée en termes de quelle est la langue qu'on doit exclure, et non pas quelle est la langue qu'on doit promouvoir. Et donc, dans cette logique de l'exclusion, si je reviens à ma famille, c'est comme si mon père, en écoutant Belrite, nous disait « Vous n'avez pas le droit d'écouter d'autres musiques parce que ce n'est pas votre identité. Nous sommes un nazir, on n'a pas à écouter des chansons arabes ou des chansons françaises ou anglaises. » Et vous en conviendrez avec moi, ça aurait été triste dans notre famille. Je pense que ça serait aussi triste au Maroc. Je vous remercie.